Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il vaut une adoration sans limite à ses milliards qu'il considère comme ses enfants. Il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner, et surtout pour les garder. Connu pour son coffre débordant d'argent, beaucoup ne savent pourtant pas d'où provient ce désir à l'origine. Où cela a-t-il bien pu commencer? Pour le découvrir, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir une petite tasse de chocolat chaud, voire même un petit thé si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le deuxième épisode de la jeunesse de Picsou, qui s'intitule « Le roi du Mississippi ». Bonne écoute. Partir n'est jamais facile, surtout lorsque notre destination n'est encore qu'un point vague flottant à l'horizon. Après avoir assisté à son départ d'Écosse, nous retrouvons le petit Balthazar sur un bateau en partance pour l'Amérique. Il travaille pour payer son voyage. Le bateau accoste à la Nouvelle-Orléans. De là, il remonte le Mississippi au hasard des bateaux, pénétrant profondément dans la sauvage Amérique, à la recherche de son oncle perdu, John McPicsou, ou plus simplement, John Picsou. Balthazar débarque dans le Kentucky, à Louisville, par un beau soir de mai. La petite ville fête son centenaire et le 6e derby annuel du Kentucky. Quelle vision extraordinaire pour Balthazar. La ville est animée, l'air lui-même a le parfum des fortunes gagnées et perdues. Balthazar le sent, et il aime ça. Les étincelles plein les yeux, Balthazar demande au hasard, à un homme élégant, s'il connaît son oncle. Le hasard faisant bien les choses, comme souvent d'ailleurs, le dandy lui indique alors la direction du saloon, où le vieux poteau a ses habitudes, notamment pour un soir de derby, à l'angle de First Street et de Main Street. Au passage, l'homme lui donne un petit conseil. Surveille bien tes poches, tout en le délestant avec habileté de la sacoche qu'il tenait en main. En prenant la direction du bar, Balthazar continue de s'émerveiller devant l'effervescence de la ville, notamment en croisant la route d'un homme au ton haut perché, attirer le chaland en proposant des pilules capables de rendre l'eau sale aussi pure que le cristal. Mais seulement en ce qui concerne l'apparence, pas le goût. Enfin arrivé au Galthouse Tavern, Balthazar découvre un salon encore pire que ceux du port, au milieu d'une foule de personnes occupées à dormir, boire, servir et jouer. Une partie de poker bat son plein. D'un côté de la table se trouve John McPicsou, et de l'autre, Oscar Porcin, les deux luttant férocement pour l'emporter. Lorsque vient le temps des mises, rien ne va plus. Oscar Porcin rajoute à sa mise initiale l'acte de propriété de l'un de ses bateaux, le $10 ou $Billy en français. En contrepartie, John, dont le bateau a sombré dernièrement, ne peut suivre autrement qu'en mettant en jeu les coordonnées du lieu où a coulé un certain bateau, le Dread & White, qui a rejoint les fonds marins 30 ans auparavant avec à son bord $100 000 en lingots d'or. Seul survivant de ce drame, John est la seule personne au monde à détenir cette information. Le jeu en vaut la chandelle. La mise est acceptée, le jeu est lancé. Oscar Porcin annonce un full aux as et roi. Ce à quoi John oppose un full aux as et aux as. Balthazar, ayant assisté à la partie, s'adresse à son oncle. « Vous avez gagné, mais la partie était truquée. »« Faux !» lui rétorque John. « Nous jouions selon les règles de Captain Porcin, c'est tout. Si on n'essaye pas de tricher, on vexe son adversaire. » Les deux hommes quittent le bar alors sous l'œil torve du Captain Porcin qui nourrit petit à petit de sombres desseins. De là, John se rend compte de l'identité du jeune garçon et le fait monter à bord du $10 fraîchement gagné avec en arrière-plan une ombre porcine. Après s'être installé autour d'une table, John se prépare une pipe et Balthazar lui demande pourquoi il n'a jamais récupéré le chargement du Dread & White. Son oncle lui répond. Le Mississippi est boueux. Des bulles de vase viennent crever à la surface. Même les poissons doivent remonter à l'air libre pour éternuer. Balthazar évoque alors l'existence du marchand qu'il avait croisé, avant son entrée dans le bar. Celui qui vendait des pilules pour purifier l'eau. Des pilules qui permettraient de rendre l'eau du Mississippi claire? C'était bien sûr la solution qui lui manquait. Le cap serait donc mis sur le large du sourcil du singe dans le Kentucky. Toutefois, un cric se fit entendre. Dans l'ombre, Oscar Porcin saisit sa collection de dés pipés
et se fait jeter hors du navire, escorté par le légendaire coup de pied avant des Mac Picsou délivré par le nouveau maître à bord. Néanmoins, cette escapade à l'issue quelque peu violente ne s'avérait pas infructueuse pour le propriétaire déchu. En plus de son set de dés, il avait surtout obtenu 2 précieuses informations. La localisation du trésor et l'existence d'un moyen pour percer le voile des eaux sombres du Mississippi. Néanmoins, conscient de son besoin de bras pour effectuer ses basses besognes, il pénètre le repère secret de Gracier Rapetou, chef d'un groupe de bandits à l'intelligence supérieure, qui avait pris soin d'indiquer l'entrée de leur base avec une grande pancarte. Après quelques tractations, Oscar Porcin parvient, au prix d'un bateau, encore une fois, ainsi que de quelques masques à s'assurer leur service. Le lendemain, Balthazar et John marchent, détendus en ville, en direction du vendeur de pilules, Grégoire Trouve-Tout. Quelle ne fut leur surprise lorsqu'ils se rendirent compte que le pauvre inventeur avait été assommé et dépouillé par Porcin et ses hommes. Flairant les rouages du stratagème dressé par Porcin, John monte à bord de son navire avec ses 2 compagnons qu'il rémunère 30 cents par jour. Il croise alors le capitaine Porcin, à bord d'un autre navire, le River Witch. Débute alors une course-poursuite qui se termine assez rapidement lorsque le $10 chavire dans les chutes qui se trouvaient sur le parcours. L'embarcation se retourne et se fait littéralement piétiner par celui du capitaine et de ses sbires. Après un sauvetage par l'équipe de dépannage fluvial, le $10 reprend sa course, largement devancé par le River Witch. Le soir venu, Balthazar sonde le fond du Mississippi. Marque 3, marque 2, marque 1 et surgit alors des flots, sous les yeux ébahis du jeune palmipède, un tronc d'arbre. « C'était un arbre-scieur !» lui dit son oncle. « Le pire ennemi des bateaux. Parfois, quand un arbre flotte, le courant recourbe ses branches jusqu'à ce qu'elle se plante dans la vase, qu'elle lâche et le tronc jaillit de l'eau. » John marque alors sur sa carte l'emplacement de l'instrument de mort, pour en demander l'enlèvement, et ainsi ils poursuivent leur route. Tôt, le lendemain, le $10 se présente à la jonction de la rivière Arkansas et du fleuve Mississippi. Le sourcil du singe est en vue, et aucune trace du River Witch à l'horizon. Tandis que John explique à Grégoire, via une anecdote sur le Mississippi, qu'il a besoin de quelques-unes de ses pilules, ils se font échouer sur une berge vaseuse par le River Witch, sous les rires de son équipage. La joie du capitaine Porcin est de courte durée, puisqu'une fourberie en entraînant une autre, ce dernier est jeté par-dessus bord par son équipage, bien décidé à lancer une mutinerie maintenant qu'ils sont en possession de l'équipement nécessaire à la récupération du trésor. Un bateau, l'emplacement du trésor et une tenue de plongée. Le rire de John qui vient poindre devant l'ironie de cette situation et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. « À cause de toi, j'ai perdu mes 2 bateaux, je suis ruiné, mais je vais réaliser un vieux rêve, te jeter dans un puits !» Hors de ses gonds, il met sa menace à exécution et s'en va en broyant du noir. Balthazar se rue vers le puits et entend son oncle, qui, bien loin de vouloir remonter, lui intime l'ordre de descendre. En parallèle, les mutins plongent à l'endroit indiqué préalablement par John et trouvent au fond de l'eau non pas une épave, mais un village sous-marin. Un pêcheur leur explique qu'il s'agit du vieux village du sourcil du singe. Le fleuve avait changé son cours il y a 20 ans et l'avait, à cette occasion, englouti. L'actuel village avait été rebâti plus loin. Il leur indique également que l'ancien cours de la rivière se trouvait à 1 kilomètre de là, sur les terres du vieil Erickson, endroit sur lequel ils avaient envoyé valser le $10. Cependant, à 15 mètres sous la ferme d'Erickson, Balthazar retrouve son oncle, qui lui explique qu'il ne s'agit en réalité pas d'un puits, mais d'une soute à charbon d'un ancien bateau à vapeur, qui a coulé quand la rivière a quitté son lit. Balthazar le supputait, John en était certain. Un tour sur le pont permit d'en avoir le cœur net. Il s'agissait bien du Brennan White, qui fut le plus beau bateau du Mississippi, un joyau flottant. Faisant parler ses souvenirs, John se dirige vers le bureau du commandant, et Balthazar détecte le coffre-fort que son oncle achemine vers le point d'entrée de l'épave. De retour devant la soute à charbon, Balthazar se fait saisir le bras par une poigne ferme, qui marque l'arrivée des maraudeurs masqués. Bien loin de se laisser faire, Balthazar laisse exploser son tempérament, et se lance dans une bagarre qui provoque l'effondrement des quelques planches qui retenaient encore les tonnes de vases qui se tenaient au-dessus d'eux.
À la surface, le poulailler ainsi que la maison du vieil Erickson sombrent dans les profondeurs terrestres. Ou du moins assez pour pouvoir donner envie à ce dernier de se recycler dans l'affaire d'élevage de porcs, étant donné qu'il dispose à présent d'une belle mare aux cochons. Par miracle, les prisonniers des profondeurs s'en sortent vivants, et les bandits s'emparent du coffre-fort, ainsi que de l'équipage du $10. Nourrissant de sombres desseins à leur encontre, les Forbans prévoient de les envoyer nourrir les eaux toujours aussi boueuses du Mississippi. Sous leurs assauts, le coffre-fort cède et révèle le trésor qu'il abritait, $100 000 en lingots d'or. « Je rêve de cet or depuis 30 ans, et il ne m'aura appartenu que 3 minutes. » sanglote John. « T'en fais pas, oncle John. On trouvera l'autre trésor dont tu m'as parlé, » lui répond Balthazar. Ayant saisi cette dernière réplique au vol, l'un des bandits vient les trouver, et désire en savoir plus sur ce nouveau trésor. Ne comprenant pas de quoi il en retourne, John dément l'existence de tout autre trésor, et cela même lorsque son neveu est soumis au supplice de la course sur roue à aube, ce qui pousse les bandits au respect et donne lieu à un échange assez cocasse. N'en pouvant plus, Balthazar leur révèle ce dont il retourne, et où se trouve ce second trésor, à l'endroit marqué d'une croix sur la carte de John. Les pirates mettent le cap sur l'endroit visé, et quelle ne fut leur surprise lorsque le tueur de navire du Mississippi refait son apparition et accomplit son œuvre en transperçant le navire en son centre. Une fois de plus, la patrouille fluviale débarque alors, et Balthazar les interpelle. « Attendez, ce sont les terribles Rapetous !» Et les Rapetous atterrissent en prison. Le trésor atterrit dans les poches du gouvernement, et par l'application du système des vases communicants, une récompense atterrit dans les poches de John. Dommage, le gouvernement a gardé l'or, mais on a reçu une récompense. Tu en mérites une partie, mais elle serait nécessaire pour renflouer le $10 aussi. Deviens mon apprenti, et je te vendrai mon bateau à bas prix le jour de ma retraite. Marché conclu, lui répond Balthazar. Pour sceller leur marché, John lui serre la main et lui lance une pièce pour aller boire un verre. Balthazar la réceptionne et tout le joyeux équipage rentre dans un bar. Grégoire et John se prennent une boisson, tandis que Balthazar préfère garder sa pièce en souvenir. L'argent est fait pour être dépensé. Tu veux finir avec une soute à charbon pleine de pièces ? Ces paroles posèrent les jalons d'une idée qui se frayerait son chemin dans l'esprit du jeune apprenti. Une soute pleine de pièces. Comme tous les MacPicsou, John tint parole. Balthazar obtint de son oncle le $10 à bas prix. Quant à John, il se retira à la Nouvelle-Orléans, où il finit ses jours en écrivant ses aventures. Mais les affaires marchaient mal, car les bateaux ne pouvaient plus rivaliser avec la voie ferrée. Un jour, alors qu'il transportait des lingots d'or, Balthazar, attiré par un panneau à guicheur mentionnant un don de bois de chauffe, accoste pour être accueilli par une femme à moustache. « Damned ! Il s'agissait en fait d'un Rapetou déguisé ! Oh la fourberie !» Ces derniers neutralisent le capitaine ainsi que Grégoire, son assistant, pour pouvoir s'emparer de la précieuse cargaison. Ils emportent l'or et enferment les deux hommes dans la soute, en brisant au préalable la valve de sécurité de la chaudière pour faire exploser cette dernière, et, de façon incidente, l'ensemble du navire, personne comprise. Rien à faire. La chaudière brisée refuse de ployer sous la force de Balthazar. Grégoire trouve alors une idée. Rembourrer la seconde chaudière de coton et se réfugier à l'intérieur. Le bateau continue sa course folle jusqu'à sortir du lit du fleuve, pour défoncer violemment la bicoque de la bande des Rapetous avant d'exploser dans une tonitruante détonation. Sous cette impulsion, le fleuve guide nos malfrats directement devant la prison. C'est à ce moment que se fait entendre la voix de Balthazar. « Shérif, arrêtez les Rapetous! Ils ont volé l'or que je transportais, démoli mon bateau en essayant de me pulvériser par la même occasion !» Le shérif s'exécute alors tandis que les Rapetous exultent devant la perte de Picsou. Ce dernier venait en effet de perdre son bien, et ainsi sa seule fortune. Ma période bateau s'achève ici. Cherchons un autre moyen de faire fortune. Je n'ai pas grand-chose à mon nom, mais il me reste des bijoux de famille avec lesquels j'ai quitté l'Écosse. La chanson dit « La route est longue, petit. Peut-être deviendrai-je un cow-boy solitaire. » Et le jeune Picsou se retrouva dans un train qui faisait route vers l'ouest. Mais ceci est une autre histoire. C'est ici que prend fin ce second épisode.
J'espère que votre boisson fut bonne et que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout si le cœur vous en dit. À bientôt pour de nouvelles aventures. L'argent est fait pour être dépensé. Tu veux finir avec une soute à charbon pleine de pièces ?